Maître, puisqu'on m'a passé le micro, je me risquerai à vous poser deux questions. J'ai acheté votre livre dès qu'il est sorti parce que le titre m'a beaucoup plu, Cas de conscience, qui n'en a pas vécu. Tout à l'heure, vous nous avez dit que dans le fond, ce livre était un livre en deux parties et que le début et la fin avaient été écrites à des moments différents. Dans les cas de conscience, je me suis rué dessus et j'ai pensé trouver un chapitre sur Urbain, car la première fois que j'ai eu l'occasion de vous croiser, c'est à ce sujet. Et dans ma vie, ça m'a impressionné, mais je trouve que vous avez eu raison et c'était peut-être pas un cas de conscience. La deuxième question est la suivante. Il y a quelques chapitres au début, quelques chapitres à la fin. Et j'ai constaté qu'au début, vous aviez une éthique de responsabilité et que plus le temps passe, plus vous avez une éthique de conviction, ce qui est un signe de jeunesse dont je vous félicite. Vous parlez d'Urbain, vous voulez parler d'Urbain Conseil, Urbain Technique, les sociétés du Parti Socialiste que j'ai découvertes de peu près quand j'ai été nommé trésorier du Parti Socialiste. J'ai un souvenir assez amusant parce que quand j'ai été nommé trésorier du Parti Socialiste par Mitterrand, enfin par le comité directeur, mais enfin sur proposition de Mitterrand, c'est pour remplacer Charles-Émile Lot, qui était un charmant camarade, qui avait énormément de qualités dans énormément de domaines, mais pas vraiment dans le domaine ni du droit des affaires, ni de la comptabilité, ni même du droit des contrats. Donc j'étais chargé de mettre de l'ordre dans cette structure un peu étrange. Ce que j'ai fait, et on n'a plus jamais parlé de moi à propos de ça. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, il n'y avait aucun système de financement des partis politiques, et tous les partis politiques, à petite échelle, le Parti Socialiste lui-même, pratiquaient de façon allègre l'abus de biens sociaux, l'emploi de... Bon, tout ça. À petite échelle, parce que, évidemment, c'était... On ne peut même pas savoir combien de... Mais c'était, évidemment, un, très mal, deux, très dangereux, troisièmement, pas très rentable. Donc, vraiment, ça avait tous les inconvénients. On a mis en place progressivement un système, peut-être qui maintenant est allé un petit peu trop loin dans le financement des partis politiques. Je crois qu'un peu plus de pauvreté ne serait pas mauvais, mais bon. Mais là, c'était un mélange d'éthique de conviction et d'éthique de responsabilité. J'étais tout à fait convaincu qu'il fallait sortir de la délinquance, puisqu'il y avait des faits qui étaient des faits délictuels. Et en même temps qu'il ne fallait pas être complètement angéliste, on ne pouvait pas non plus se passer de moyens de financement, et j'ai plutôt cherché à avoir des financements par des dons, qui étaient autorisés, que par des entourloupes juridicaux tordus, qui en plus mettaient des gens, et pas moi, je vais vous dire pourquoi tout à l'heure, en danger, parce que quand on avait une employée qui était payée par une société amie, elle était en vérité dans une situation délictuelle, donc on avait des gens, c'est pour ça que j'ai liquidé tout ça assez rapidement. Alors, je vous dis une histoire assez drôle, c'est que quand j'ai été nommé trésorier du parti, 3 jours après, à l'Assemblée, j'étais député. Je rencontre Gallet, le maire de Troyes, qui était trésorier du RPR. Et alors Gallet, qui était beaucoup plus âgé que moi, me dit « Ah, Pierre Jox, vous êtes trésorier du PS ?» Je dis « Oui, ça m'ennuie beaucoup. » Pourquoi ça vous ennuie? Vous savez, j'aime beaucoup votre père. C'était connu pendant la Résistance. Mon père était un gaulliste. Ça m'ennuie beaucoup. Pourquoi vous avez accepté ça? Je me dis, vous êtes trésorier du RPR. Mais je sais bien, c'est pour ça que ça m'ennuie beaucoup que vous soyez trésorier du PS. Vous vous rendez compte de ce que vous risquez? Je dis, mais comme vous. Oui, c'est une façon de voir les choses, mais non, mais venez, il faut que je vous parle. Il m'a emmené, on était dans la salle, à côté de la salle des 4 colonnes, la salle des pas perdus de l'Assemblée. Il y a un jardin qui va vers la présidence. Alors on est sorti. Il est mort, hein, Gallet, mais ce que je vais dire là ne met pas en cause son honneur, au contraire. On se trouve, Pierre Gallet, Robert Gallet. Ah oui, il y a longtemps. Mais... Il est vivant? En tout cas,
Je croyais qu'il était mort, mais longue vie à Robert Gallet, car il m'a donné de bons conseils. Il m'a donné de bons conseils, et ce que je vais dire n'a rien de désobligeant pour lui, au contraire. Il m'emmène dans le jardin, on va dans le jardin, on marche sur les graviers, en plein air, comme ça, et il me dit, écoutez-moi Pierre Jox, vraiment ça m'ennuie beaucoup, je pense à votre père, j'aime beaucoup votre père, vous pouvez quand même vous rendre compte, pourquoi vous avez accepté ça, je comprends pas. Alors, je vais vous dire une chose. Vous ne touchez jamais d'argent. Je dis, bah, oui, vous ne touchez pas. Jamais. D'accord, quoi. Vous n'écrivez rien. Vous n'écrivez rien. Vous n'écrivez rien. Jamais. Jamais. Ni à personne. Et puis il me dit, vous ne téléphonez pas. À l'époque, il n'y avait pas de portable. Hein, et si vous avez quelque chose à dire à quelqu'un, vous faites comme moi là, on était dans le... Mais mieux, je vais vous dire, allez plutôt sur l'esplanade des Invalides parce qu'il y a le bruit des voitures. Voilà pourquoi j'ai beaucoup de reconnaissance pour Robert Gallet. Bon. On va prendre en groupant les deux dernières questions. Non? Alors c'est... Non. Alors, allez, les deux dernières. Les deux dernières, groupées et courtes. Oh, ça va. Deux. Oui, Henri, ça va être très court. Oui, bonsoir Pierre, je me permets de te tutoyer. Comme toi, j'ai fait la guerre d'Algérie. J'ai été pendant plus de 20 ans militant du Parti Socialiste, élu socialiste pendant 18 ans. Et un jour, je me suis posé la question, qu'est-ce qu'on fait dans les cités? Voilà. Et ta vision des cités m'a laissé pantois. Là, je me suis dit, qui fait quoi que ce soit dans les cités? Qu'est-ce qu'a fait le Parti Socialiste? Qu'est-ce que fait Fadel Amara? Rien. Tout ça, voilà. Donc moi, je t'invite à venir me voir pour voir ce qu'on fait. Je suis président d'une association bénévole depuis 22 ans. Je touche pas un euro, pas un centime depuis 22 ans. Et tous ceux qui sont autour de moi, c'est pareil. J'ai fait travailler 4000 personnes, 4000. Je suis employeur de 4000 personnes. Actuellement, j'en ai 400 à Nanterre que je réinsère. Et je peux te dire, y compris les sorties de prison, je négocie avec les JAT leur sortie provisoire, la journée pour les faire travailler, la nuit ils retournent en prison provisoirement. Je négocie tout ça et je dis, là, il y a des sorties dont tout le monde se fiche. Les élus s'en fichent, tout ça. Tout ce qui est bénévole, personne ne veut le savoir. Du moment que c'est pas rémunérateur, que touche pas d'argent, que rien, voilà. Et on fait un travail considérable dans ces cités que tout le monde ignore, et moi je t'invite à venir me voir. Je t'invite à venir et tu verras ce qu'on fait. Non, je vais répondre à ce qui vient d'être dit. Je n'ignore pas tout ça. J'étais ce soir dans une association protestante dans le 10e arrondissement qui fait exactement ce genre de choses à petite échelle, etc. Et ça rejoint exactement ce que je disais, malheureusement, c'est que énormément d'actions qui sont entreprises en faveur de jeunes ou même de pas jeunes, mais qui sont dans des situations sociales difficiles, relèvent plus souvent d'associations de bénévoles avec peu de moyens publics que d'une politique systématique, méthodique, par des moyens publics. Mais une des choses que je découvre aujourd'hui, c'est que beaucoup des décisions qui sont prises en faveur de jeunes délinquants, de mineurs délinquants, lorsqu'elles ne trouvent pas une structure comme celle que tu évoques, lorsqu'il n'y a pas là-bas, ont un résultat terrible, c'est que le jeune espère quelque chose, il ne l'a pas, il n'est pas seulement déçu, il est furieux, il devient, et en plus c'est très mauvais psychologiquement, même je dirais moralement, tout d'un coup, il a l'impression que la vraie responsabilité, c'est pas la connerie qu'il a faite, c'est le monde adulte qu'il a laissé tomber, qu'il lui a promis des choses qui n'ont pas été tenues. C'est pour ça que, mais cela dit, je viendrai volontiers
à Nanterre de voir, parce que je suis un habitué du tribunal pour enfants de Nanterre.